Et voilà. Parfait, merci, docteur Rodier. Donc, pour notre dernière séance de la soirée, le cancer et les finances, quoi savoir, où trouver des ressources pour vous appuyer. On va d'abord accueillir la Fondation québécoise du cancer, donc Véronique Richer, si tu peux te joindre à nous. Bonsoir. Qui va nous présenter en fait le programme d'aide financière et juridique destiné aux personnes atteintes d'un cancer, ce programme de la Fondation québécoise du cancer. Et un peu plus tard, on va être joint par la Croix-Bleue qui va aborder des conseils et des astuces sur les assurances voyage en cas de cancer. Donc, Véronique Richer, qui est coordonnatrice au programme d'aide à la vie quotidienne de la FQC. Véronique, je ne vois Oui, pas, je en t'en. fait, oui, ça me dit que dans le fond, je peux pas partager, je peux pas commencer une vidéo parce que Ah, voilà. Excellent, bonsoir. Bonsoir. Donc, Euh, oui. ce sera à toi dans un instant. Puis, juste finir ta bio, donc en relation constante avec les équipes multidisciplinaires du réseau de la santé, Véronique forme les intervenants dans l'évaluation de l'admissibilité des demandes et assure le traitement de l'ensemble des dossiers déposés. Donc, je te laisse la parole, Véronique. Excellent. Donc, je vais partager mon écran. Ça va pas être bien long. Voilà. Ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Véronique Richer. Je suis la coordonnatrice du programme d'aide à la vie quotidienne de la Fondation québécoise du cancer. Dans la présentation d'aujourd'hui, oups, pardon, je vais vous parler du contexte de création du programme puis de son historique. Par la suite, je vais vous partager les principes, les valeurs et les critères d'admissibilité du programme. Puis, pour terminer la présentation, je vais vous partager les résultats et les bilans du PAVQ. Puis, je vais prendre un moment pour répondre à vos questions après la présentation qui va suivre. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est bien connu que le cancer appauvrit. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que les aides financières qui existent ne sont pas aussi présentes que ce que l'on pourrait penser. Suite à l'annonce d'un diagnostic, il y a beaucoup de personnes atteintes qui s'attendent à avoir un support financier leur permettant de traverser le processus de cancer afin qu'elles puissent se concentrer que sur leur maladie, les traitements et leur rémission. Par contre, il y a peu de ressources qui existent pour les soutenir à travers l'épreuve. Au Québec, lorsqu'on a moins de 65 ans, on va chercher des remplacements de revenus lorsqu'on tombe malade et qu'on ne peut pas travailler pour des raisons de santé. Donc, le cancer ne fait pas exception à la règle. Donc, beaucoup de personnes avec un diagnostic de cancer arrêtent de travailler pour des raisons qui sont différentes. Donc, ça peut être se concentrer sur les traitements, tolérer les effets secondaires. Vraiment, les raisons sont variées. Donc, pour votre information, la durée moyenne d'un arrêt pour une personne ayant un diagnostic de cancer, c'est environ 1 an. En premier lieu, lorsqu'on cherche un remplacement de revenus, il faut se poser la question, est-ce qu'on a accès à une assurance salaire? Donc, il y a deux types. Il y a le court terme, donc les premières semaines d'absence, et le long terme, qui peut s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La première chose à faire, c'est vraiment de se tourner vers son employeur. Lorsqu'un employeur a une assurance salaire long terme, ça ne veut pas forcément dire qu'il offre aussi une assurance salaire qui est court terme. Donc, l'employeur peut avoir décidé de laisser l'assurance court terme à Service Canada. Donc, ça s'appelle les prestations de maladie de l'assurance emploi. C'est des prestations qui donnent jusqu'à un maximum de 650 par semaine pour 26 semaines. Les prestations de maladie de l'assurance emploi sont accessibles aux personnes de moins de 65 ans qui y ont cotisé. Donc, ça veut aussi dire, par exemple, que les travailleurs autonomes doivent y avoir cotisé pour y avoir accès. Même lorsqu'on touche une assurance salaire, donc court ou long terme, nos revenus vont être diminués grandement, puis il va falloir s'adapter parce que les dépenses vont augmenter. Donc, on parle de trajets pour les rendez-vous, les traitements, des médicaments qui sont parfois non couverts, des crèmes puis des produits de santé parce que notre peau va avoir changé, notre corps aussi, les culottes d'incontinence, entre autres. Donc, vraiment, la liste est longue. Puis, si on n'a pas accès à une assurance salaire ni aux prestations de maladie de l'assurance emploi,
On peut se tourner vers l'aide financière de dernier recours, communément appelée l'aide sociale. Par contre, cette aide-là, c'est pas toujours un cadeau. Les prestations sont moindres, donc on parle entre 700 dollars et 1000 dollars par mois, dépendant du programme dans lequel on est accepté. Aussi, c'est important de savoir que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'aide sociale parce que les avoirs liquides et les revenus du conjoint ou de la conjointe sont calculés. Puis ça se peut que, dans le fond, aux yeux du gouvernement, on ait trop d'argent pour pouvoir bénéficier de ce type de programme-là. Donc, en plus, lorsqu'on bénéficie de l'aide sociale, c'est important de savoir qu'il y a des exclusions de prestations. Donc, on ne peut pas gagner de l'argent à côté pour pouvoir un peu pallier aux besoins. Sinon, les prestations qui sont versées sont ajustées à la baisse le mois suivant. Un peu à part, il existe les rentes d'invalidité de la Régie des rentes du Québec. C'est pas tout à fait un remplacement de revenus, donc c'est des rentes qui s'adressent aux personnes qui ne peuvent pas retourner travailler selon un médecin en raison de leur diagnostic. Donc, c'est parce qu'il y a une évaluation de la progression de la maladie qui a été calculée ou une incapacité permanente qui a été évaluée par le médecin, dans le fond, pour y avoir droit. Il faut également y avoir cotisé pour pouvoir bénéficier de ça. Il y a quelques coups de pouce gouvernementaux quand même, donc les crédits d'impôt pour personnes handicapées qui, à la fin de l'année, peuvent apporter un petit plus. Aussi, lorsque le lieu de traitement ou les rendez-vous sont à plus de 200 km de notre domicile, le gouvernement rembourse une partie des dépenses. Donc, ça peut être les déplacements, puis certains hébergements. Les démarches, par exemple, sont généralement à faire dans les 90 jours suivant le rendez-vous. Puis chaque région a son propre formulaire. Donc, c'est quand même bon de le savoir. Donc, je vais vous présenter un exemple d'appel qui rentre, que mes collègues à la ligne Info Cancer reçoivent de façon fréquente. Donc, voici le profil de Mathilde. Donc, c'est une femme de 47 ans qui est séparée et mère de 2 enfants dont elle s'occupe à temps plein. Elle a eu un diagnostic de cancer de l'ovaire et ses traitements ne sont pas terminés. Elle travaillait pour une compagnie qui n'offrait pas d'assurance salaire court ou long terme, mais elle avait cotisé aux prestations de l'assurance emploi. Donc, elle a dans le fond, elle a eu accès à ce programme-là pour les 26 semaines. Par contre, une fois que les semaines sont terminées, euh, dans le fond, elle ne pouvait toujours pas retourner travailler en raison de sa santé. Donc, son cancer était encore présent aux examens, puis il y avait une seconde ligne de traitement de prévu. Si on suit les étapes pour le remplacement de revenus, Mathilde devrait se tourner vers l'aide sociale. Donc, elle aurait environ 1000 dollars par mois. Lorsque mes collègues à la ligne InfoCancer ont parlé de l'aide sociale à Mathilde, c'est sûr que Mathilde a sursauté en expliquant que les montants versés ne pourront pas aider à payer son loyer. Donc, c'est évident que quelqu'un dans la situation de Mathilde, inévitablement, va s'endetter à travers le parcours, dans le fond, de la maladie. Puis, on ne sait pas pour combien de temps non plus. Un autre cas qui leur revient, je vais dire fréquemment à travers la ligne Info Cancer. Donc, ça peut être le cas de Ronald. Donc, c'est un homme de 73 ans, marié depuis au moins 50 ans. Donc, c'est un couple retraité. Monsieur avait eu un diagnostic de cancer de la vessie et avait été opéré pour enlever la masse. Euh, donc, au moment où est-ce qu'il a appelé, il suivait des traitements de radiothérapie, mais il habitait quand même à plusieurs kilomètres du centre hospitalier où est-ce qu'il recevait ses traitements. Donc, monsieur n'avait pas beaucoup d'argent par année. Lui et sa conjointe combinaient plus ou moins 30 000 bruts. Puis, il n'y avait pas de placement. Donc, il vivait dans un petit appartement. Il s'en sortait comme qu'il pouvait avant le diagnostic. Donc, de toute évidence, quelqu'un comme Ronald ne peut pas avoir de l'assurance emploi ou de l'aide sociale parce qu'il est trop âgé pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là. Sauf que ces dépenses vont continuer à s'accumuler. L'essence, le stationnement, ça coûte cher. Les culottes d'incontinence aussi sont à un prix qui est quand même assez élevé. Donc, c'est souvent ce type de problème et dans cet état d'esprit que les gens nous contactent. Donc, l'équipe à la ligne InfoCancer se fait un point d'honneur d'étudier toutes les pistes de solutions pour aider un maximum les gens, puis pour s'assurer de les rediriger vers les bonnes ressources en fonction de leurs besoins. Donc, jusqu'en 2022, la Fondation elle offrait des services gratuits ou à faible coût pour aider les gens au niveau de leur situation psychologique ou physique. Lorsque notre directeur, M. Marco Dessel, est arrivé à la Fondation en 2017, il avait en tête de pouvoir créer un programme qui aiderait directement les personnes au niveau de leurs finances.
Le projet du programme d'aide à la vie quotidienne a été ajouté au plan stratégique de 2020 à 2022. En premier, on a un peu étudié la faisabilité d'un programme comme celui-ci. Donc, au fil des premiers mois, il y a plusieurs fondations qui ont été contactées, des fondations, pardon, qui offraient des programmes d'aide financière qui ont été contactées pour voir un peu comment leur programme fonctionnait, comment il avait été déployé. C'est un survol qui nous a permis d'en apprendre beaucoup puis qui a évité à ce qu'on essaie de réinventer un peu la roue. Mais le but ultime à travers toutes ces recherches-là, c'était vraiment de pouvoir récolter les informations pour créer quelque chose de nouveau qui répondait à un besoin qui n'avait pas déjà été comblé auparavant, puis qui était pour être un peu à l'image de notre fondation. Pour poursuivre dans nos démarches, nous avons présenté un rapport au conseil d'administration en 2020 qui détaillait les différentes cibles que vous voyez à l'écran. Et en décembre 2021, le projet politique du programme d'aide à la vie quotidienne a été enfin présenté officiellement au CA. Celui-ci a rapidement été adopté et nous avons eu le plaisir de pouvoir le déployer officiellement le 15 juin 2022. Donc, c'est un programme qui est encore assez récent. Le but du programme, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible. Donc, le budget qui a été approuvé était de 1 million pour 4 ans. Donc, c'est 250 000 par année qui est réservé exclusivement pour les bénéficiaires du programme. Les coûts internes ne sont pas calculés dans le montant qui est réservé pour le programme. Donc, c'est vraiment 250 000 pour 4, mon Dieu, par année pour 4 ans qui est alloué directement aux bénéficiaires. On a choisi aussi de placer les intervenants du milieu de la santé au cœur du programme, comme ils sont déjà en contact direct avec les personnes dans le besoin. Puis, ils procédaient déjà à une évaluation de leur situation pour déterminer c'est quoi les difficultés principales. C'était évident que pour nous, ils étaient pour devenir des alliés précieux à travers la création du programme. Donc, si vous contactez un intervenant qui est formé pour faire une demande dans le cadre du programme d'aide à la vie quotidienne, celui-ci va être en mesure d'évaluer, pardon, votre admissibilité, vos besoins, puis sera en mesure d'identifier qu'est-ce que le programme peut faire pour vous aider dans votre situation au maximum. Je vous présente les principes et les valeurs du programme. Donc, les intervenants qui peuvent faire des demandes ont dû suivre une formation de 90 minutes où nous avons parlé en détail du programme, de ses valeurs, de ses objectifs et des critères d'admissibilité. Donc, durant la formation, on explique aussi le processus pour faire une demande qui est 100% informatisé. Les bénéficiaires du programme peuvent avoir jusqu'à 1 000 maximum par 12 mois, jusqu'à concurrence de 2 années d'aide financière qui ne sont pas obligés d'être en continu. C'est 1 000 dans le fond qui est disponible pour répondre aux dépenses de la vie quotidienne afin d'offrir aux gens une bouffée d'air frais dans une période vraiment difficile. Puis, la Fondation a opté pour que les versements se fassent sous forme de paiement de facture et de remise de cartes prépayées, dépendant du besoin qui va être évalué par l'intervenant. Donc, il n'y a aucun chèque qui est envoyé directement aux bénéficiaires. Aussi, pour garantir un traitement rapide des demandes, la Fondation ne rentre pas en contact avec les gens qui sont admis dans le programme. Donc, notre point ressource, dans le fond, notre contact principal, ça va être vraiment l'intervenant du patient ou du demandeur. Euh, Aussi, à titre de référence, c'est important de savoir que le 250 000 par année qui est alloué au programme, il est scindé en deux pour éviter d'épuiser les fonds dès le début de l'année si le programme serait victime de sa popularité. Puis, il est à noter qu'il y a un 25 000 soit 10 des fonds, qui est réservé pour les personnes âgées de 15 à 39 ans dans le cadre du programme Afélix, qui est un programme dédié à cette tranche d'âge-là à la Fondation. Euh, Voici, je vais vous présenter aussi les critères du programme. Donc, les critères sont simples et l'ensemble de ceux-ci doivent être satisfaits pour qu'une personne soit admise dans le cadre du programme. Donc, premièrement, le programme d'aide à la vie quotidienne est offert à toute personne qui a un cancer et une carte de la RAMQ valide. Donc, ça veut dire que peu importe le type de cancer, le stade ou le grade, et peu importe le type de traitement. Ça veut aussi dire que les gens qui ont un cancer sans traitement sont acceptés dans le cadre du programme. Donc, on peut penser entre autres aux gens qui sont atteints et en soins palliatifs ou les gens qui ont un cancer qui, dans le fond, n'a pas de ligne de traitement prévue, là, vraiment. Le cancer doit avoir un impact sur la vie financière des bénéficiaires, donc une augmentation des dépenses ou une perte de revenus. La personne qui souhaite bénéficier du programme doit vivre sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada et être en mesure de présenter un avis de cotisation à l'appui. Donc, présentement, c'est l'avis de cotisation 2022 qui est demandé jusqu'à ce que celui de 2023 soit disponible.
C'est aussi important de préciser que le programme d'aide à la vie quotidienne ne remplace pas les autres programmes d'aide financière qui existent. Et donc, pour être admis dans le cadre du programme, aucune autre aide financière en oncologie ne doit être disponible pour le bénéficiaire. Les gens qui sont admis dans le cadre du programme sont des personnes à qui on aurait dit en 2021 qu'il n'y avait aucune autre ressource qui existe pour les aider. On a trouvé que c'était important dans le cadre du programme de ne pas exclure les personnes qui sont prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale. Par contre, comme Emploi Québec met une limite des prestations supplémentaires pour ces personnes qui est de 100 par mois, dans le fond, c'est une limite qu'on a choisi de respecter. Puis, les gens qui sont sur l'aide sociale ou l'aide de dernier recours, pardon, euh, ont accès au programme, mais peuvent formuler des demandes d'un maximum de 100 par demande via l'aide d'un intervenant qui est formé pour un maximum de 1 000 par 12 mois, comme mentionné un peu plus tôt. L'ensemble des informations que je viens de vous partager est disponible sur notre site Web dans la section Aide financière et juridique. C'est aussi précisé, pardon, que si l'on veut bénéficier du programme, il faut en parler avec son travailleur social ou avec un intervenant en oncologie de l'établissement où est-ce qu'on est suivi. Je vous partage le processus pour formuler une demande. Vraiment, je le mentionne régulièrement, mais le plus important à savoir, c'est que chaque demande doit être faite par un intervenant de la santé qui est formé. Donc, on parle de travailleurs sociaux, d'infirmiers, de nutritionnistes, de physiothérapeutes et d'autres professionnels qui gravitent autour du corps médical oncologique. C'est aussi aux professionnels de se renseigner sur le programme s'il ne le connaît pas déjà, d'aller chercher sa formation si l'intervenant ne l'a pas déjà fait. Donc, vous n'aurez pas à faire des démarches de votre côté pour ça. Une fois que le professionnel est formé, s'il ne l'était pas déjà, dans le fond, il va être en mesure d'évaluer la situation avec vous. Donc, vérifier qu'il n'y a aucune autre aide financière qui existe pour vous épauler. Il va rassembler les pièces justificatives nécessaires, donc l'avis de cotisation, votre consentement, des preuves de facture s'il y a lieu. Puis, il va compléter la demande officielle pour vous. Donc, si le programme convient à votre situation, bien entendu, via le formulaire en ligne. Il appartient au jugement professionnel de l'intervenant qui fait la demande de déterminer les montants qui seront demandés. Comme ils connaissent bien leurs patients, de notre côté, on leur fait entièrement confiance. Puis, une fois qu'on reçoit la demande, on la traite rapidement. On informe le professionnel lorsque les paiements ont été faits et envoyés. Comme ça, il reste quand même au courant de où est-ce qu'on est rendu avec le traitement de la demande. Puis, dans chaque formulaire, on demande à l'intervenant de confirmer que les critères d'admissibilité ont été respectés. Ça veut dire que si la demande est faite correctement, il n'y a aucune raison pour laquelle celle-ci pourrait être refusée. J'invite aussi toujours les professionnels à nous contacter s'ils ont des questions avant de faire une demande pour éviter les sons de crise. Donc, vraiment, si votre intervenant n'est pas certain que vous pourriez vous qualifier pour le programme de leur côté, habituellement, ils vont communiquer directement avec la Fondation pour pouvoir vérifier euh, les petites zones grises pour s'assurer vraiment qu'une fois qu'on va aller chercher toute la documentation auprès de vous, qu'ils soient très confiants que la demande devrait être acceptée. Donc, je vous partage, en fait, jusqu'à présent, on a 307 intervenants de formés, donc en date du 31 octobre. Comme vous allez voir, dans le fond, on a réussi en un peu moins de 2 ans à former plus de 300 intervenants. Puis, dans chacune des régions administratives du Québec, on a quelqu'un qui peut prendre les demandes dans le cadre du programme. On continue tous les mois à en former de plus en plus pour le rendre encore plus facilement accessible. Puis, pour répondre encore une fois aux besoins des Québécois et Québécoises atteints de cancer. Je vous présente aussi le bilan de l'année 2022. C'est sûr que le bilan 2022 ne correspond pas à une année complète mon Dieu, d'aide, comme il a été lancé le 15 juin, mais ça vous donne un peu une idée du type de besoin qui a été euh, pris en charge par la Fondation. Donc, on a accordé 33 538 on avait accepté 69 demandes, puis on avait formé 189 intervenants partout à travers le Québec dès son lancement, donc dans la première année, bien entendu.
Maintenant, pour l'instant, pour l'année 2023, je vous partage les chiffres. Donc, je tiens à dire aussi que octobre a été un mois record pour la Fondation au niveau du programme d'aide à la vie quotidienne. Comme vous voyez à l'écran, donc c'est vraiment les besoins d'aide alimentaire qui sont le plus souvent soulignés de la part des intervenants. Euh, bien entendu, on accepte dès que les patients correspondent aux critères les demandes. Puis, je vous partage le bilan 2022 à 2023. Donc, depuis le début de la création du programme, euh, c'est plus de 130 000 qui a été accordé. Donc, plus de 300 demandes ont été acceptées, plus de 300 intervenants ont été formés. On est fiers d'être présents pour les Québécois et les Québécoises qui ont un diagnostic et qui sont prises avec des difficultés financières. Puis, on est heureux de pouvoir les aider à traverser les épreuves à travers tout ça. Donc, de mon côté, en conclusion, c'est important en fait qu'on vous transmette qu'il s'agit d'un nouveau programme d'aide financière en oncologie. C'était du jamais vu depuis des années. Puis, comme on voit beaucoup de programmes d'aide qui malheureusement finissent par fermer ou qui n'ont pas assez d'argent pour répondre à la demande, de notre côté, on est allé avec un déploiement qui était précautionneux parce qu'on voulait être sûr que le programme était pour perdurer. Puis, de notre côté, on était fiers de pouvoir en lancer un en 2022. On est conscient que l'aide qui va être apportée ne pourra pas répondre à tous les besoins en oncologie actuels et que ça ne va pas sauver nécessairement l'année financière d'une personne, mais de savoir qu'on l'a aidé en payant un loyer, une épicerie, une facture de téléphone, des déplacements, des médicaments qui ne sont pas couverts, c'est savoir qu'on a fait la différence dans la vie de cette personne-là, puis qu'on a pu apaiser un minimum de leur douleur. C'est important aussi de vous transmettre qu'on avait besoin des intervenants puis des intervenants de la santé pour que ce programme-là réussisse, puis qu'ils ont tous fièrement répondu à l'appel. Donc, on a des demandes en continu pour des formations. On voit que les gens sont motivés, puis qu'ils sont heureux de pouvoir appliquer le programme lorsqu'il correspond, dans le fond, à leurs patients. Euh, on a eu plusieurs beaux commentaires de la part des intervenants qui sont formés, de la part des patients qui ont reçu l'aide de la part du programme. Puis, dans le fond, vraiment, on nous partage comme quoi le programme donne un répit aux patients, puis c'est pour ça qu'on l'a créé. Donc, de mon côté, en fait, ça viendrait clore la présentation sur le programme d'aide à la vie quotidienne. Je vais rester aussi pour la période des questions, comme Valérie elle avait mentionné. Dans le fond, ça va se passer un peu après. C'est ça? Oui. Oui. Merci beaucoup, Véronique, pour l'aperçu des différentes ressources financières, puis la présentation très claire des critères, puis du processus de demande du programme d'aide à la vie quotidienne. C'est un excellent programme, donc très heureuse qu'il existe, malgré que ce soit depuis pas longtemps, un programme très Oui. important. Puis justement, l'aide financière, c'est une question qu'on reçoit souvent, puis malheureusement, c'est pas un service qu'on offre chez Cancer de l'Ovaire Canada. Donc, on est bien heureux de pouvoir s'associer à des partenaires de la communauté comme la Fondation québécoise du cancer qui sont en mesure de l'offrir. Donc, comme Véronique l'a dit, elle va rester avec nous jusqu'à la fin de la séance. On va pouvoir les relayer les questions à ce moment-là. Mais là, je voudrais passer à nos prochains conférenciers. Donc, j'invite Daniel Ouellette et Ghislain Lheureux de la Croix-Bleue à nous parler d'assurance voyage afin que vous puissiez partir à la découverte du monde avec l'esprit reposé. Puis un petit mot sur les conférenciers avant de commencer. Donc, Daniel Ouellette cumule plus de 30 années d'expérience dans le milieu du voyage en poste chez la Croix-Bleue Assurance Voyage depuis 7 ans à titre de directeur régional des ventes. Il va lui faire plaisir de vous expliquer pourquoi l'assurance voyage est une composante importante de chaque voyage. Donc, que ce soit pour une courte escapade au Canada, aux États-Unis ou pour votre prochaine aventure au bout du monde, l'assurance voyage vous protégera si jamais il y a un imprévu qui survient. Puis Ghislain Lheureux œuvre au sein de l'équipe de vente et distribution de la Croix-Bleue depuis 6 ans. Il agit en tant que gestionnaire de compte et il est reconnu pour sa passion et son accompagnement des distributeurs d'assurance voyage. Il n'est donc pas étonnant qu'il cumule des centaines d'heures de formation auprès des distributeurs. Ghislain privilégie toujours les intérêts du client et s'assure que les distributeurs offrent les produits qui répondent le mieux aux besoins de leur clientèle. Donc, Ghislain et Daniel, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui.
Parfait, fantastique, merci. Donc, bonsoir, il nous fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous donner de l'information sur les produits d'assurance voyage. Donc, l'assurance voyage est une protection financière qui vous permet de voyager en toute tranquillité en cas de problème de santé ou d'accident à l'étranger. Elle peut vous couvrir pour les frais médicaux, le rapatriement, l'annulation ou l'interruption de voyage et même pour la perte de vol de bagages. Toutefois, l'assurance voyage ne couvre pas nécessairement toutes les situations et toutes les conditions de santé. Donc, chaque assureur a ses propres règles et limitations. Une assurance pourrait accepter de vous couvrir et une autre compagnie pourrait refuser. Donc, vous devez être prêt à magasiner et à comparer les offres de différents fournisseurs d'assurance voyage. Voici quelques éléments à considérer. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs fournisseurs d'assurance voyage au Canada. Il y a des compagnies d'assurance de la personne, telles Croix-Bleue. Il y a des régimes d'assurance collective où un employé pourrait avoir une assurance voyage dans son plan collectif. Également, au Canada, il y a des cartes de crédit. Donc, il y en existe près de 150 au Canada qui ont une couverture partielle ou complète avec un assureur voyage. Donc, c'est important de vérifier le nombre de jours de couverture pour la garantie médicale. Donc, certaines cartes vont couvrir 3 jours, 7 jours, 15 jours. Donc, c'est vraiment important de vérifier ces caractères-là sur la police, donc pour être s'assurer que votre client va être couvert tout le temps. Quand mes amis voyagent, ils ont des cartes de crédit. Souvent, ils vont me demander, Daniel, est-ce que je peux partir la tête tranquille avec mon assurance? Donc, je leur mentionne toujours de, oui, bien lire les petits caractères, car les couvertures sont toutes différentes et certaines pourraient avoir des protections réduites selon l'âge de la personne assurée ou encore la situation pour chaque personne. C'est vraiment important de lire les petits caractères. Il y a des questions à se poser quand vous magasiner pour une assurance voyage. Donc, il est important de se poser certaines questions lors de l'achat. Premièrement, suis-je admissible à l'assurance voyage? Deuxième question serait, quelles sont les couvertures offertes ou que j'ai besoin? Donc, je peux acheter un soin médical d'urgence, mais je pourrais acheter une autre garantie annulation pour assurer mon voyage, par exemple. Donc, il faut vérifier ces questions-là. Également, quelles sont les exclusions à la couverture? Donc, les réponses peuvent varier selon votre âge, la durée de votre voyage, votre historique médical et même la destination. Donc, certaines destinations ne seront pas couvertes. On pense à l'Israël aujourd'hui. Malheureusement, ce ne serait pas possible de se couvrir en annulation, mais on pourrait le faire quand même en médical avec certains critères. Donc, il faut vérifier à ce moment-là auprès de votre assureur. Qu'est-ce que l'admissibilité? Donc, l'admissibilité en assurance voyage, c'est un ensemble de conditions et des critères que vous devez respecter pour pouvoir souscrire à une assurance voyage et bénéficier de ces protections. Donc, ces conditions et ces critères peuvent varier selon le type d'assurance voyage que vous choisissez, le fournisseur d'assurance voyage avec qui vous allez acheter la police. Également, votre situation personnelle peut avoir un impact sur l'admissibilité. Donc, il est important de bien lire votre contrat d'assurance voyage et de poser des questions à votre fournisseur d'assurance pour connaître les conditions et les critères d'admissibilité en assurance voyage qui s'appliquent à vous. Ainsi, vous éviterez les mauvaises surprises et vous profiterez pleinement de votre voyage. C'est bon à savoir également que toutes les compagnies d'assurance ont des critères d'admissibilité. Si vous ne remplissez pas les critères d'admissibilité, vous ne pouvez pas être couvert par une garantie. Les critères d'admissibilité peuvent varier selon votre âge également. À titre d'exemple, chez Croix-Bleue, on a des critères de base d'admissibilité, mais dès qu'une personne est âgée de 55 ans et plus, on a 5 critères supplémentaires qui vont être ceux-là. Donc, le client ne peut pas avoir reçu un avis médical de ne pas voyager, ne peut pas souffrir d'une condition médicale en phase terminale. Le client ne peut pas souffrir d'insuffisance rénale avec dialyse. Également, si le client a le cancer, s'il a eu des métastases au cours des 5 dernières années, malheureusement, il ne pourra pas acheter, il ne sera pas admissible à la police d'assurance Croix-Bleue. Et le dernier critère pour nos 55 ans et plus, si le client a reçu une prescription ou un traitement avec de l'oxygène à la maison, c'est le même principe. Malheureusement, il ne pourra pas acheter de police Croix-Bleue. Donc, il y a différentes couvertures en assurance voyage. Voyons la plus importante. La plus importante demeure l'assurance soins médicaux d'urgence. Croix-Bleue
avec cette garantie est une protection qui vous permet de couvrir les frais médicaux jusqu'à 5 millions de dollars que vous pourriez engager en cas d'accident ou de maladie lors d'un voyage à l'extérieur de votre province ou encore de votre pays. Elle peut inclure les services suivants. Donc, on a des frais d'hospitalisation qui seraient payés, les frais médicaux, les frais paramédicaux également peuvent être payables ici, les honoraires de médecins et d'infirmiers, les médicaments lors du traitement d'urgence seraient payés également jusqu'à l'ordre de 5 millions de dollars. Équipements médicaux incluraient des béquilles, chaises roulantes, donc des frais accessoires aussi, et les services dentaires. Donc, si on a un accident, par exemple, on se brise les dents en voyage, on aurait une couverture ici qui serait payée pour ça. Ça couvre également les frais de transport, donc l'ambulance pour se rendre à la clinique ou à l'hôpital, mais également les frais de rapatriement dans la province de résidence. Donc, évidemment, comme vous le savez, dépendant de la destination où le passager va être, ça peut être pour, par exemple, les États-Unis, 50 000 pour ramener le client, mais si le client est en Asie ou en Europe, ça peut monter à plusieurs milliers de dollars, centaines de milliers de dollars, voire. Donc, important d'être bien couvert avec la garantie soins médicaux d'urgence dès que vous quittez la province, parce que comme vous le savez, la RAMQ va couvrir certains frais, mais elle va couvrir 100 dollars par jour en hospitalisation quand un client est à l'étranger. Donc, 100 dollars aux États-Unis, c'est pas beaucoup. Donc, c'est important d'être couvert avec une assurance voyage médicale. On a d'autres garanties également dans le marché. Chez Croix-Bleue, on a l'annulation et l'interruption de voyage, donc qui viendrait couvrir, par exemple, si vous achetez un voyage et la partie non remboursable est 3 000 on pourrait couvrir ce montant-là. Ou encore, si vous devez changer votre billet d'avion ou l'hôtel également parce que vous devez modifier ou interrompre votre voyage. Donc, des frais seraient couverts à ce niveau-là. On a une garantie bagage également qui viendrait couvrir pour la perte, le vol ou l'endommagement d'un bagage lors du transport ou à destination aussi. Et également, on a une garantie qui s'appelle le décès ou mutilation accidentelle qui viendrait couvrir, c'est une protection financière qui permet à votre succession de recevoir une indemnité en cas de décès ou encore si un accident vous arriverait et vous perdrez un membre, donc il y aurait un montant forfaitaire qui serait payé pour ça. Dans tous les cas, c'est important de choisir un fournisseur d'assurance qui offrira les garanties qui répondront à vos besoins. Pour vous parler des exclusions, je cède la parole à mon collègue Ghislain Lheureux et bonne continuité. Parfait. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est super. Donc, comme Daniel l'a mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation, il y a effectivement des exclusions dans un contrat d'assurance voyage. Donc, on va avoir un petit peu la nature dans les prochaines diapositives. Donc, toute bonne chose à savoir, c'est que, en fait, tous les contrats d'assurance vont avoir des exclusions de couverture, qu'ils soient par des risques qui sont couverts, on va exclure certaines conditions, ou en définissant quelles seront les exclusions qui seront au contrat. Les exclusions qui peuvent être ici dans un contrat d'assurance peuvent bien sûr être en lien avec des conditions qui sont médicales, mais aussi à toute autre circonstance. On peut parler aux guerres, on peut parler, par exemple, des événements qui sont déjà connus. Donc, ça peut varier selon les assureurs. Les conditions médicales aussi seront soumises à une certaine période de stabilité minimum pour être couvertes. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Donc, chez Croix-Bleue, dans notre contrat d'assurance, on a une définition de qu'est-ce que la stabilité médicale afin qu'une situation médicale soit couverte. Donc, on peut parler ici d'un nouveau diagnostic médical ou encore d'une hospitalisation qui a eu lieu, la prescription de nouveaux médicaments ou le changement de posologie, excusez-moi, d'un médicament. Donc, ici, on peut parler d'une médication qui a augmenté, diminué ou voire même arrêté. On peut parler de traitements qui sont prodigés à un patient ou encore des traitements qui sont prévus ou des traitements qui sont à venir. Donc, toute la définition de la stabilité va comporter des éléments qui vont venir changer une condition médicale ou varier dans le temps. Si on fait un lien avec certaines conditions de cancer, on peut parler des traitements de chimiothérapie ou encore de radiothérapie. C'est malheureusement des traitements qui sont considérés comme étant instables pour la durée du traitement. Mais si on pense, par exemple, à des traitements de maintien comme les PARP, ben, les conditions pourraient être considérées comme stables si tous les critères que vous voyez ici à l'écran sont maintenus. Donc, quand on parle de stabilité, on vient de voir quels sont les critères de stabilité à obtenir, mais il y a aussi une notion de temps. Donc, pour les clients de 54 ans et moins, chez Croix-Bleue, on va demander une stabilité médicale de 3 mois avant le départ en voyage.
Pour les clients de 55 ans et plus, dans ce cas-ci, on va demander une stabilité médicale de 6 mois avant la date de départ. Ça, ici, on parle des garanties qui ont un lien avec les soins médicaux d'urgence. Toutefois, on a une définition qui est différente au niveau de l'annulation et de l'interruption de voyage, où est-ce qu'on va demander une stabilité médicale de 3 mois avant la date d'achat du contrat d'assurance, ce qui est une déclinaison qui vient changer, en fait, le calendrier de stabilité, ce qu'on va voir dans certains exemples dans les prochaines diapositives. Donc, prenons pour exemple que vous avez planifié un voyage qui a un départ prévu pour le 15 octobre. Quand on parle de notre garantie de soins médicaux d'urgence, prenons l'exemple d'un client de 55 ans. Donc, si votre voyage est prévu le 15 octobre, on va regarder le calendrier, on va reculer de 6 mois. Donc, tout événement qui pourrait avoir lieu entre le 15 avril et le 15 octobre, les événements qui créeraient une instabilité médicale ne seraient pas couverts dans le cadre du voyage à venir. Toutefois, tout autre événement qui n'est pas en lien avec cette condition-là pourrait être admissible. Donc, on peut dire ici la maladie ou la condition qui, elle, est instable ne serait pas couverte dans le cadre d'un voyage. Au niveau de l'annulation ou de l'interruption de voyage, on l'a mentionné il y a quelques instants, on va parler d'une stabilité médicale qui est demandée à partir de la date d'achat de la couverture d'assurance. Donc, prenons ici pour exemple que vous avez acheté une police d'assurance voyage le 2 août. Dans ce cas-ci, on devra reculer de 3 mois pour voir la stabilité médicale. Donc, on parlerait du 3 août au 2 mai pour le 3 mois de stabilité. Et peu importe dans ce cadre ici l'âge du client. Donc, tout événement qui serait instable avant l'achat de votre police d'assurance ne pourrait pas être admissible à un remboursement pour, par exemple, des frais de voyage payés d'avance. Et en fait, tout le reste, en vertu du contrat, serait admissible. Donc, il est important de bien pouvoir évaluer sa stabilité médicale selon les dates de stabilité qui sont demandées. Donc, lorsque vous magasinez votre police d'assurance, c'est important de trouver le bon produit pour vous. C'est important d'en faire l'analyse. Et nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire vos vérifications auprès du réseau de distribution qu'on a en place chez Croix-Bleu. Les produits d'assurance voyage sont disponibles via des centaines et voire des milliers de courtiers d'assurance au Québec et aussi via les réseaux des agences de voyage qui sont établis au Québec. Vous pouvez aussi toujours communiquer directement avec l'assureur, soit en ligne ou par téléphone. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous magasinez votre police d'assurance voyage ou encore que vous planifiez un voyage à venir, de toujours suivre les recommandations de votre médecin en matière de voyage. Donc, est-ce que votre médecin vous recommande de ne voyager ou non, de prendre certaines précautions ou d'évaluer encore les possibilités de retour au pays? Répondez aussi toujours honnêtement aux questions qui vous sont posées lors de la proposition d'assurance. Donc, votre courtier, votre agent de voyage vous posera dans certains contextes, des déclarations d'admissibilité, des déclarations de santé. Donc, de répondre honnêtement aux questions. Ça va permettre à l'assureur d'évaluer le risque, mais aussi d'évaluer les couvertures. Donc, en vertu des réponses que vous donnez, certaines conditions pourraient être couvertes ou non, ou encore l'admissibilité au contrat d'assurance pourrait varier. Si vous n'êtes pas certain des questions qui vous sont posées ou de la réponse que vous donnez en fait, à votre courtier ou à votre agent, référez-vous à votre professionnel de la santé pour avoir une idée claire du diagnostic ou encore de votre propre condition médicale. Prenez aussi toujours le temps de lire la police d'assurance, que ce soit avant ou après l'achat, pour vous assurer de bien la comprendre. Et si vous avez des questions, toujours communiquer avec votre représentant en assurance pour avoir des éclaircissements. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut pour nous au niveau de Croix-Bleue. Donc, je vous remercie de votre participation. Merci Je beaucoup. passe la parole à Daniel ou à Valérie. Oui, merci Daniel et Ghislain. Je réinviterai juste Véronique à se joindre à nous pour quelques petites minutes de questions. Premièrement, Véronique, si jamais tu pourrais résumer très rapidement là, l'aide juridique puisque vous offrez à ce niveau-là à la FQC. Oui, ben en fait, c'est un nouveau partenariat qui a été développé en 2022. Donc, c'est un service d'aide juridique qui est
C'est un service de consultation téléphonique qui permet à toute personne atteinte de cancer. Excusez-moi, je me suis fait une petite note pour bien le résumer, là. C'est un service de consultation téléphonique qui permet à toute personne atteinte de cancer au Québec et admissible financièrement à ce projet de parler à un notaire ou un avocat gratuitement et rapidement. Lors de l'appel avec l'avocat ou le notaire, la personne pourra poser ses questions, obtenir de l'assistance juridique et être aiguillée vers des ressources susceptibles de répondre à ses besoins dans le cadre de son dossier. Les avocats et les notaires de Géripop peuvent répondre aux questions en droit civil, ça inclut les logements, les contrats, puis la plupart des besoins juridiques du quotidien. En droit des affaires, en droit de la famille, donc les séparations, la garde d'enfants, les pensions alimentaires, puis en droit successorial, ainsi qu'à certaines questions au niveau du droit, en droit du travail, pardon. Puis, c'est important de savoir que pour l'instant, les avocats ne prennent pas des services en droits médicaux, en droit de l'immigration, les droits fiscaux, en droit criminel et pénal ou en droit de la jeunesse. Pour l'instant, ces services-là sont exclus de ce programme-là. Le seuil des revenus établis pour bénéficier de ce programme, de ce service-là sont différents que les seuils qui sont établis pour le programme d'aide à la vie quotidienne, mais sont disponibles dans le fond sur la page web où est-ce qu'on parle du programme d'aide à la vie quotidienne. Il y a un lien qui vous permet d'être dirigé vers le site de Géripop qui vraiment détaille les seuils. Donc, une personne seule, c'est 44 588 le seuil qui est établi. Puis, il y a un formulaire à remplir pour bénéficier de cette aide-là. Qui est disponible sur leur site web, puis habituellement, ils répondent à l'intérieur d'un 48 heures ouvrable. C'est assez rapide. Super. Merci, Véronique. Si jamais Ben, de rien. je t'invite à copier-coller peut-être le lien directement dans le chat pour que Oui, les bien sûr. y accéder. Ghislain et Daniel, j'ai reçu deux questions, peut-être un petit peu plus. Je pense que vous l'avez abordé pendant la présentation, mais peut-être plus pour clarifier. Concernant le magasinage des produits, la personne se demande s'il y a d'autres façons autres que d'appeler individuellement toutes les compagnies pour savoir s'ils sont éligibles ou non. Je pense que vous avez mentionné les agences de voyage puis les courtiers d'assurance, là, mais peut-être juste vous laisser la chance de clarifier. Exactement. Merci pour la question. En fait, tout dépendamment de votre condition, il est possible qu'un assureur, vous ne soyez pas admissible chez un assureur ou chez un autre. Dans les conditions où est-ce que le magasinage de l'assurance sollicite le plus d'un assureur, je vous conseille de faire affaire avec un courtier d'assurance ou un cabinet spécialisé en assurance voyage. Je pense par exemple à une organisation comme Securiglobe qui travaille avec plus d'une dizaine d'assureurs. Ça pourrait vous permettre, si votre condition est instable, de peut-être trouver des assureurs hors standard. Bien qu'il est possible aussi que votre condition soit couverte, il va toujours nous faire plaisir aussi chez Croix-Bleu de pouvoir vous servir, mais il y a toujours des alternatives là, quand on a une situation qui est plus particulière. Parfait. Vous dites bien Sécuriglobe, c'est bien ça? Ben, c'en est un parmi tant d'autres, effectivement. OK. On va partager ça dans le chat pour la communauté. Euh, Encore une fois, pour clarifier, mais si une personne de 55 ans et plus a déjà eu un diagnostic avec métastase, mais que maintenant est considérée en rémission, est-ce qu'elle comprend bien qu'elle n'est pas admissible à la couverture d'assurance voyage chez Croix-Bleu pour le cancer? Et Croix-Bleu, dans notre cas à nous, c'est un des critères d'admissibilité. Il ne faut pas que le client, le voyageur, ait eu le cancer dans les 5 ans avant la prise de la police. Cancer avec métastase. Donc, si ça fait plus que 5 ans, on peut couvrir, il n'y a pas de problème. Là, on va parler de stabilité par la suite. Si le client est stable, est en traitement, mais le traitement est stable, il n'y a pas de problème, on va pouvoir couvrir. Dans le cas que le client a eu des métastases à l'intérieur du 5 ans, donc ce serait un bon choix à ce moment-là de vérifier avec un cabinet d'assurance qui travaille avec différents assureurs. Et comme on expliquait, les critères peuvent être différents entre un assureur et l'autre. Donc, de là l'importance de communiquer avec un Securiglobe, par exemple, ou un autre cabinet d'assurance qui ont différentes options, différents choix qui pourraient offrir à l'assuré. OK. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la clarification. Là, toutes les femmes ou les personnes qui écoutent, ce sont des personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer. Donc, peut-être juste, on va passer un moment là-dessus pour clarifier les différents critères par rapport aux personnes atteintes de cancer. Donc, si quelqu'un est atteint de cancer dans les 5 dernières années, Avec métastase. avec
Ah, c'est ça. Sinon, c'est pas nécessairement une exclusion. Exactement. OK. C'est ça. C'est un critère d'admissibilité. Donc, si on a eu le cancer avec des métastases dans les 5 dernières années, nous ne sommes pas admissibles à Croix-Bleue. Mais comme on explique, il y a d'autres assureurs sur le marché qui peut-être pourraient couvrir. Donc, de là, l'importance de communiquer avec un cabinet qui travaille avec différents assureurs. Sinon, bien, la personne doit communiquer avec Croix-Bleue, ensuite avec une autre assurance. Donc, le cabinet pourrait faire le travail pour vous à ce moment-là. Ce serait plus facile. Parfait. Puis si jamais le cancer est au-delà des 5 dernières années ou encore en dedans de 5 ans, mais Sans maintenant, métastase. à ce moment-là, Sans métastase, c'est ça, on regarde les critères de stabilité. tout simplement. Donc, on va parler Exactement. de 3 mois ou de 6 mois de stabilité qui va être demandé selon l'âge du client. Donc, si une condition, par exemple, si on prend un médicament pour une condition médicale et on change la posologie, par exemple, bien, cette condition-là ne serait pas stable, mais le reste serait couvert, tout simplement. Parfait, je comprends. Donc, je sais qu'il y a peut-être plusieurs questions plus de cas par cas, mais à ce moment-là, je vous encourage à contacter soit Sécurité Globe ou la Croix-Bleue directement là, pour faire une analyse plus en profondeur des différents critères qui concernent votre cas en particulier. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Véronique, Daniel, Ghislain. C'est Merci. Merci à vous pour l'organisation. un sujet Merci Merci beaucoup. beaucoup. aussi à trouver toutes les ressources là, à un endroit. Fait que c'est très apprécié que vous preniez le temps ce soir pour venir nous expliquer vos ressources. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à vous aussi.